Bonjour à tous. Mon nom est Pascal Borel et je vous parle des montagnes suisses. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'origine de la pandémie de coronavirus qui part de Wuhan, comme tout le monde le sait. Mais avant cela, j'aimerais quand même vous parler d'une situation politique qui m'inquiète. C'est-à-dire le blame game, comme on l'appelle, des différents politiques qui commencent à se rejeter la responsabilité de la pandémie et autres. Et les politiques, si vous me permettez cette expression, essaient de se couvrir les fesses pour ne pas être accusés de ne pas avoir réagi correctement dès le début de la pandémie. Or, ce blame game, il est très nocif parce qu'aujourd'hui, on est tous exposés à la même problématique, quelle que soit la zone géographique que l'on habite à la surface de la planète. Et ça n'est pas le moment de se rejeter la faute les uns sur les autres, de s'accuser les uns les autres. Non, c'est le moment de se serrer les coudes et de faire en sorte qu'on tire tous à la même corde pour éliminer ce danger qui nous menace tous. Vous devez comprendre que c'est pas les Chinois qui nous ont fait tomber ce virus sur la planète. Non, ce n'est pas le peuple chinois. C'est un groupuscule de dirigeants dictatoriaux qu'on appelle le Parti communiste chinois, le CCP, le Chinese Communist Party, et qui nous mettent en danger à travers la main de fer qui est littéralement la mise en esclavage qu'ils ont sur le peuple chinois. Donc on ne peut pas reprocher aux Chinois de nous avoir fait tomber ce virus dessus. Non, c'est un groupuscule d'intérêts dictatoriaux dans lequel vous retrouvez, son centre, le Parti communiste chinois, le CCP. Donc, encore une fois, le but n'est pas de trouver un bouc émissaire, de dire c'est de ta faute ou de ta faute. Non. Mais c'est de comprendre l'origine qui a mené à ça pour pouvoir ensuite amener les modifications dont on a besoin au niveau gouvernemental pour harmoniser finalement l'ensemble des activités humaines. Pour ma part, j'étais en Asie dès le 15 ou le 17 janvier et je suis revenu en Europe au 1er février ou au 31 janvier. Et j'ai donc été sensibilisé très tôt parce que tout le monde ne parlait que de ça. C'est évident en Asie, voilà. Et le point que je veux faire, c'est que toute cette information, elle était disponible dès la fin janvier. On sait que dès le 24 janvier, circulaient sur le net des vidéos de citoyens journalistes. Je leur rends hommage, ils ont quasiment tous disparu à l'heure actuelle. Donc des citoyens journalistes qui nous ont fait parvenir des vidéos qui nous montraient des gens qui tombaient inanimés dans la rue, qui nous montraient les monceaux de potentiels défunts dans les hôpitaux surchargés, etc. On avait dès le 4 février, la preuve que la Chine, ou le CCP, je le dis bien, nous cachait des informations. Et aujourd'hui, certains politiques veulent se dédouaner de leurs responsabilités en nous faisant croire qu'ils n'avaient pas cette information, que c'était difficile à trouver, etc. Mais c'est n'importe quoi. Et c'est relayé largement par les médias traditionnels, alors qu'on sait que, une boutade, les États sont capables, l'État américain par exemple est capable de mettre sur écoute le téléphone de Angela Merkel, la dirigeante allemande elle-même, et vous pensez bien que s'ils ont ce genre de capacité, trouver de l'information sur ce qui se passe dans le cadre d'une épidémie, même si c'est en Chine, pour eux c'est l'enfance de l'art. C'est tellement simple. Donc oui, ils ont des responsabilités. On sait que la Chine nous cachait, ou plutôt le CCP nous cachait à enferrer et mis sous cloche toutes les informations, mais à un moment donné, c'est à chacun de nous de prendre nos responsabilités. Et ce que je veux dire par là, c'est que je vous donne... Donc ils avaient, oui, accès, mais... D'ailleurs, aujourd'hui, on doit prendre nos responsabilités sans nous baser sur le passé, les erreurs qu'on a faites sur le passé. On est obligé de les utiliser pour mieux appréhender l'avenir, certes. Mais aujourd'hui, on ne demande même pas aux politiques d'être intelligents.
On leur demande juste de copier hors contrainte politique les modèles qui fonctionnent bien pour écraser la courbe de propagation de la maladie et ne pas mettre à genoux nos systèmes de santé. C'est pas très compliqué. Il n'y a pas besoin de réinventer un concept nouveau, d'inventer la poudre qui pète 3 fois. Non. On regarde ce que font Taïwan, ce que font Hong Kong, ce que font les Singapouriens, ce que fait la Corée du Sud, et on réplique le modèle. Et je rappelle, c'est tellement simple. C'est une politique de test super agressive où on teste tout le monde, toutes les personnes suspectes. On fait un traçage de tout ce que ces gens qui sont suspects ou atteints, quelles sont les personnes qu'ils ont vues dans les jours qui ont précédé, les 5, 10, peut-être 15 jours qui ont précédé. On met toutes ces personnes avec lesquelles ils ont été en contact en quarantaine. Ça, c'est les 2 premières choses. Ensuite, c'est le port d'un masque. Le masque, ça va diminuer la charge virale que vous laissez partout par votre respiration, vos éternuements, le simple fait de parler, pour diminuer le nombre de virus qui sont dans notre environnement, que vous soyez atteint ou non. Donc, dès que vous sortez, vous mettez un masque. Et les politiques viennent vous dire, oui, alors nous avons commandé 300 millions de masques en Chine. Mais bon Dieu, vous êtes des gens responsables. Il y a des dizaines de vidéos sur YouTube qui vous expliquent comment faire un masque avec quelques bouts de chiffon, quelques tissus et 2 élastiques. Alors, c'est pas aussi efficace que le masque que vous achetez en pharmacie, certes, mais c'est efficace pour 90% de ce que vous lui demandez. C'est juste une absolue évidence. Donc, prenez vos responsabilités, fabriquez-vous les masques dont vous avez besoin pour vous protéger et protéger les autres. C'est pas à l'État de venir vous produire ce genre de choses. S'il peut le faire, tant mieux. Mais c'est de la responsabilité personnelle que de faire ce genre de choses. Et encore 2 choses, c'est les lunettes. Mettez des petites lunettes telles que celles qu'on utilise quand on fait un jogging de nuit ou quand on fait du vélo de nuit, si possible transparentes. Ça vous évitera de toucher vos yeux. Le masque, il vous évite de toucher votre nez, votre bouche. Et mettez des gants si vous devez prendre des paniers de commission ou ce genre de choses. Mais les mesures à prendre, elles sont simples. Elles sont faciles à implémenter et c'est celles-là qui vont protéger nos économies. Parce que les politiques qui viennent nous dire « Alors, on a commandé 300 millions de masques et on va vous les fournir. » Oh, bien sûr, c'est de toute façon vous qui les payerez par vos taxes, vos impôts. En même temps, les politiques pourront prendre leur petite dîme. Ils sont là comme centre de coûts. Soyons clairs, il faut bien payer pour leur action. Donc, résultat des courses, plutôt, encore une fois, ils vous déresponsabilisent et ils sont capables de prendre une petite partie, même infime, de ce que va vous coûter les masques en question plutôt que vous les fassiez vous-même. Regardez sur YouTube, vous allez trouver ça. J'en viens maintenant à l'origine de la pandémie. Alors encore une fois, je vais vous donner quelques faits. D'accord ? Vous les jugerez avec votre bon sens. Vous pouvez retrouver ces informations sur YouTube. Je vous citerai quelques sources quand je vais en parler. Les faits, c'est quoi? C'est que dans le seul laboratoire de niveau de sécurité 4 au Canada à Winnipeg, 2 chercheurs chinois ont été expulsés manu militari pour avoir communiqué des informations sensibles sur les recherches virales et bactériennes à des ressortissants chinois. Je ne sais pas à qui. Mais le fait est qu'il n'y a qu'un seul laboratoire de sécurité niveau 4 en Chine, c'est à Wuhan. Bon, ces 2 gars, ce couple apparemment, ont été expulsés du Canada. Deuxième chose, Monsieur Frank Plumer, P-L-U-2-M-E-R, directeur du Canada National Microbiology Lab, meurt le 4 février à Nairobi, donc au Kenya. Dans le taxi qui le ramène du centre de conférence où il était en train de parler, de donner des conférences sur le HIV, le sida, le syndrome immunodéficitaire acquis, et il meurt d'un arrêt cardiaque dans le taxi apparemment, qui le ramène du centre de conférence à son hôtel. Le 4 février, au moment où la Chine met en place sa politique de dissimulation. Et
qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'espère que c'est un hasard, que c'est une pure coïncidence, mais le fait est qu'un monsieur de 67 ans, qui est suffisamment en forme pour aller faire une tournée de conférences en Afrique, meurt de cette façon, alors que les rapports qu'on recevait étaient, il était tellement heureux, il était sur le point de faire des découvertes fabuleuses dans le domaine des vaccins contre le HIV, etc., etc. Ses collègues l'ont décrit comme plein de vie, et puis heureux, se réjouissant du futur, comme ils l'ont écrit dans les articles. Vous trouvez ces articles sur Internet, vous tapez vous tapez Frank Plumer, directeur Canada National Microbiology Lab, et vous regardez ce qu'il en est. Donc, une autre chose. Dernière chose. Encore une en plus. Les séquences génétiques ont été étudiées, donc le gène, l'ARN qui est contenu dans le virus, a été séquencé par beaucoup d'instituts qui font des recherches sur les vaccins, etc. Et là, je vous cite ma source, le docteur Paul Cottrell, multi-PhD, Harvard et tout ce que vous voulez, vient, et d'ailleurs, il le mentionne dans une vidéo sur YouTube. Si vous me regardez aujourd'hui, c'est que vous utilisez YouTube pour acquérir une partie des informations qui vous intéressent. Donc, vous faites Paul Cottrell, vous allez regarder les vidéos, c'est en anglais certes, mais il nous explique que le séquençage du virus fait apparaître du quasi-copier-coller de 3 sources génétiques différentes, et il va même jusqu'à expliquer que d'un point de vue statistique, il n'y a que 0,1% de chance que ces 3 brins séquencés d'ARN viennent se retrouver dans le même virus. Donc, encore une fois, il peut se tromper, et les gens qui ont fait ce type de séquençage peuvent tout à fait se tromper, c'est un état de fait. Mais le fait est que, il y a des gens qui sont pas les moins bons, qui sont des gens hautement qualifiés, qui viennent nous parler comme ça. Alors, est-ce qu'ils vont prendre le risque de le faire juste pour la beauté du geste? Je ne sais pas. Mais, voilà. Dernière chose. Et là, ma source est Stéphane Molineux. Et vous pouvez aller sur... il a aussi, d'ailleurs, un site Internet, un site YouTube, une chaîne YouTube, et il nous parle du faisceau d'indices qui semblerait converger vers une origine issue d'une ingénierie virale plutôt que de la source purement animale dont la plupart des médias nous parlent aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que, oui, bien sûr, il y a du gène de chauve-souris là derrière. Mais le problème, c'est qu'apparemment, et vérifiez encore une fois, il n'y a pas de regroupement de chauves-souris important dans la région de Wuhan. Que les chauves-souris qui vivent en grand nombre sont à plus de 600 miles, donc environ 900 km, faisons simple, de Wuhan. Alors, il est tout à fait possible que des chauves-souris aient volé en droite ligne jusqu'à Wuhan pour y amener le virus. Il est possible aussi que des gens aient attrapé des chauves-souris et les aient amenés au marché de Wuhan. Mais le fait est qu'il n'y a pas de chauves-souris en liberté et en grand nombre dans la région de Wuhan. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est des faits qui sont là, qui sont dans le marché, mais dont les gens ne parlent pas, parce qu'ils ont peur des applications politiques, ils ont peur que ça débouche sur, de nouveau, une théorie ingénierie virale militaire. Je le répète, ça n'est certainement pas de l'ingénierie virale à des fins militaires. Non, l'idée, c'est de découvrir un nouveau vaccin, c'est de mettre différents types de séquences génétiques dans des virus pour pouvoir en tester la viabilité, savoir si, encore une fois, on pourra faire un bon papier, un nouveau vaccin, comment... Je vous rappelle une chose, c'est que le vaccin pour le rhume n'existe pas, parce que c'est un virus qui mute trop souvent. On sait que dans le cadre du coronavirus, par exemple, le SARS-CoV-2 qui nous inquiète à une échelle planétaire aujourd'hui, il y a déjà plus d'une centaine de mutations qui ont été analysées, enfin des mutations légères qui ne changent ni le degré de contagion, ni les symptômes dus à la maladie. Mais
comme on sait aussi que l'ARN contenu à l'intérieur du virus n'a pas de système de check au moment de sa réplication comme sur d'autres molécules, enfin d'autres virus basés sur de l'ADN. Donc ça veut dire qu'il ne contrôle pas sa duplication en termes de l'intégrité génétique du brin qui va le reproduire, qui va reproduire. Donc ça veut dire une chose simple, c'est que les mutations vont être fréquentes. Et dans le cadre du rhume ou de la grippe saisonnière, c'est exactement ce qui se passe. On n'a jamais pu, pour l'instant, produire un vaccin efficace contre la grippe. Le vaccin contre la grippe, il vous donne un petit coup de boost immunitaire et va diminuer les symptômes, mais il ne va pas vous protéger. Voilà. Donc tout ce que je vous raconte sur l'origine du virus, pour moi, c'est... Voilà, j'espère du plus profond de mon cœur que ce ne sont que des coïncidences. Et il est tout à fait possible que ce le soit. Maintenant, je fais appel à votre bon sens encore une fois. Est-ce que vous croyez que c'est des coïncidences? Est-ce que vous pensez que c'est juste une succession d'événements malheureux? C'est à vous que vous devez, c'est à vous de réfléchir à ça et d'apporter la réponse qui vous convient. Mais je pense que, voilà, la leçon que nous avons à tirer, c'est qu'il faut impérativement harmoniser nos systèmes politiques et financiers à une échelle globale. Ce ne sont pas les Chinois qui sont responsables. Non, ce sont des individus qui maintiennent le peuple chinois en esclavage sous une domination de fer. Et ça, c'est inacceptable, parce que tant que cette domination n'a pas d'impact sur le reste de la planète, et qu'une civilisation aussi extraordinaire, 3 fois millénaire que la civilisation chinoise, accepte cet état de fait, que le peuple chinois n'a pas été conquérir les libertés auxquelles ils aspirent et auxquelles ils ont droit quelque part, eh bien, c'est à nous de mettre la pression pour faire en sorte qu'un groupuscule d'individus qui a mis à sac littéralement la totalité de la planète aujourd'hui, ne puisse pas répéter cette opération. Et il faut faire en sorte d'harmoniser nos systèmes politiques, nos systèmes financiers et c'est ça le but. Donc aujourd'hui, nous avons la possibilité de le faire indirectement par les réseaux sociaux. Vous avez la possibilité de communiquer par Facebook, par LinkedIn, par YouTube, BitChute, VidMe. Je suis en train de m'y mettre moi-même de façon plus importante. Mais s'il vous plaît, si vous pensez que ce que je vous raconte a un tant soit peu de crédibilité, partagez. Faites en sorte qu'on arrive à ce consensus global qui nous permette d'harmoniser les relations que nous avons les uns avec les autres. Ne cherchez pas les boucs émissaires. Ça ne vous avancera en rien. Vous ne construirez rien sur le mépris, sur l'accusation, sur le dédain, la dévalorisation de l'autre. Non! On ne crée pas de cette façon. Non, vous devez chercher à communiquer avec le plus grand nombre pour faire en sorte que nous harmonisions ceci, nos systèmes politiques, nos systèmes financiers, et pour empêcher un groupuscule comme le CCP de faire planer une menace aussi importante sur la totalité de la planète. Voilà, c'est mon message d'aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. Paix à vous, paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.